Bienvenue dans Arte Reportage. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Au sommaire. Ils, elles, ne sont ni femmes ni hommes, ou un peu des deux. Le combat des intersexes pour le droit à la différence et contre les interventions chirurgicales imposées. Mais pour commencer, lumière sur un pays sous tension, dont le monde ne se soucie guère tant il est occupé par d'autres crises. Pourtant, le Burundi traverse depuis un an une inquiétante période d'instabilité. Entre Tutsis et Hutus, de vieux démons se réveillent, les mêmes qui, il y a 20 ans, avaient fait près d'1 million de morts chez le voisin rwandais. Le sang coule au Burundi depuis que le président Nkurunziza s'est fait réélire pour un 3e mandat au mépris de la Constitution. Lui qui avait alors mis la jeunesse dans la rue et essuyé une tentative de coup d'État pourchasse désormais tous ceux qui lui sont hostiles et plus de 250 000 personnes ont dû fuir le pays. Nos reporters sont retournés au Burundi un an plus tard. Sur place, le président Hutu laisse ses partisans souffler sur les braises du sentiment anti-Tutsi et raviver le souvenir des anciens conflits ethniques. Ce jeu dangereux n'est-il là qu'un embryon de guerre civile ou a-t-elle déjà commencé? Et pourrait-elle embraser à nouveau toute la région des Grands Lacs? Il est temps d'aller voir cela de plus près avec Charles Amptaz et Olivier Jobard de La Bonne Prod. Au nord du Burundi, nous voici à Ngozi. C'est le fief du président de la République. Comparé au reste du pays, c'est une ville prospère. Comme chaque samedi, elle résonne d'un hymne joyeux à la gloire du président. Le parti au pouvoir a réuni la population paysanne pour une journée de travaux manuels en musique. Cette année, le Burundi a été classé comme le pays le plus pauvre au monde et le plus mal nourri d'Afrique. Mais le parti au pouvoir est réputé pour la qualité de ses chansons qui vantent le bilan présidentiel. Le président a même son chanteur attitré. « 11 ans que les Burundais entendent le même refrain. Ce programme de travaux bénévoles est censé les rapprocher. Il permet aussi aux figures politiques locales de se faire bien voir, comme le tout nouveau gouverneur de la région, très enthousiaste devant notre caméra. On chante le président de la République, Peter Nkurunziza. Mais oui, parce qu'il est l'initiateur de tous les travaux, il est l'initiateur de toutes les œuvres qui ont été réalisées à base des travaux communautaires. C'est un homme bien, ce président? Oui, extrêmement bien. Extrêmement bien. Parce qu'il est toujours parmi la population, il travaille toujours avec la population. Donc, il traverse toutes les provinces, toutes les zones, toutes les collines. Donc, c'est un développement intégral qu'il est en train de promouvoir. Vous êtes en train de me dire que vous avez voté pour lui, peut-être? Hein? Vous avez voté pour lui, peut-être? Oui. Même en 2020, le vote sera... D'ailleurs, nous espérons à 100% en 2020. Oui. La population espère-t-elle réellement un 4e mandat du président Pierre Nkurunziza? Il y a un an, la question de son 3e mandat, contraire à la Constitution, avait mis le pays à feu et à sang. Nous avions alors filmé la révolte des Burundais. Pendant des semaines, la jeunesse, toute ethnie confondue, s'était soulevée contre le passage en force annoncé du président. Des slogans et des chants vite recouverts par le bruit des balles policières. Des dizaines de manifestants sont tués.
En protestation à cette répression sanglante, une partie des militaires s'allie aux manifestants pour tenter un putsch contre le pouvoir. Le 13 mai 2015, Bujumbura vacille. La bataille se concentre autour de la prise de la télévision nationale, seule antenne qui diffuse dans tout le pays et qui pourrait faire basculer le sort du Burundi. Victorieux, les partisans de Pierre Nkurunziza en profitent pour détruire les médias indépendants qui avaient couvert les manifestations et dénoncé les violences policières. Leurs locaux sont attaqués comme des positions ennemies. On a brûlé Une centaine de journalistes ont dû fuir le Burundi. La plupart sont en exil au Rwanda, le pays voisin. Ils ont attaqué nos bâtiments, ils ont mis le feu, ils sont partis méthodiquement sur toutes les radios et ma télévision indépendante. Les 4, ils les ont tous attaqués méthodiquement pour les détruire. Je suis parti du Burundi parce que j'avais le choix entre rester me faire tuer, dont ne servir à rien, ou partir et essayer de continuer encore à jouer mon rôle, d'informer, de témoigner sur ce qui se passe chez moi. C'était aussi simple que ça. Une fois le putsch contré, les médias détruits, la voie est libre pour se faire réélire. Pierre Nkurunziza purge son parti, le CNDD-FDD, de tous ses opposants nombreux qui s'étaient levés contre ce troisième mandat et avaient espéré un autre candidat. Il est réélu avec près de 70% des suffrages, tandis que les autres partis ont boycotté ces élections. Moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion. Débarrassé de tout contradicteur, le président règne à nouveau. Le voici qui débarque dans sa ville pour participer aux travaux communautaires. Il le fait toutes les semaines dans une région différente. Dans ces provinces rurales qui rassemblent la majorité des Burundais, les autres partis politiques n'ont jamais pu faire campagne. Vous voyez cette image qui donne une impression de popularité. Mais en fait, c'est comme si vous preniez deux boxeurs, vous les mettez sur un ring, vous ligotez l'un, les met derrière le dos, et l'autre tape tout seul. Il a ligoté les autres opposants, tous ses opposants, les autres acteurs, les met derrière, et puis le seul qui donne des coups. Après, on nous dit il est populaire, il est populaire. Mais évidemment, il n'y a que lui qui peut aller rencontrer les gens. Et comme il est président, qui rencontre des gens, qui serrent les mains. Ce grand stade construit à la main constitue le décor idéal du Burundi de Pierre Nkurunziza. Comme une preuve monumentale que son pays peut survivre aux sanctions internationales contre son troisième mandat. Pour contrer les accusations et l'ouverture d'un examen préliminaire à la Cour pénale internationale pour meurtre, emprisonnement, acte de torture, un homme parle pour le président. C'est son omniprésent conseiller, Willy Nyamitwe. Là, c'est la population, toute ethnie confondue, des femmes, des hommes, des enfants, des adultes. Tout le monde vient se joindre aux efforts du président de la République pour bâtir ce stade. Selon le communicant du président, l'année de violence au Burundi et les meurtres d'opposants ne sont pas commis par le pouvoir, mais par l'opposition elle-même qui aurait ourdi un complot contre le président pour s'ériger en victime. C'est eux qui kidnappaient des gens pendant la nuit, qui les tuaient et qui jetaient les cadavres dans les rues, qui prenaient des images pour essayer de faire dire au monde entier que voilà, le pouvoir est en train de tuer des opposants. Le monde entier, en tout cas la communauté internationale, s'est fait avoir, ils se sont fait berner. Mais bien évidemment parce que cette manipulation de l'information était tellement grande que les gens, au lieu de venir visiter le pays et vérifier eux-mêmes, les gens gardaient cela comme vérité d'évangile. Et c'est fabuleux ce qui se passe. Les policiers tuent les gens, les laissent dans les caniveaux, les laissent dans la rue
pour essayer de terroriser la population. Et maintenant, ils essaient de dire que c'est des rebelles, mais il n'y avait pas de rebelles encore à cette époque-là, que c'est des rebelles qui tuent les gens et qui les laissent dans la rue pour terroriser la population. Mais c'est incroyable. Les cadavres dans les rues, il y en a. Tout au long de l'année, les scènes macabres se multiplient dans les quartiers de la capitale qui s'étaient soulevés contre le président. Des quartiers essentiellement Tutsis. Les journalistes locaux d'Iwachu ont pu relever les témoignages. Arsène a été le premier à être tué. Les flics sont revenus pour prendre les autres. Et ces derniers criaient « Nous ne sommes pas des manifestants, nous n'y sommes pour rien ». Et les policiers ont répliqué « Et taisez-vous, idiots, c'est vous qui nous tuez ». Aujourd'hui, c'est la chasse à l'homme méthodique contre tous ceux qui ont été vus dans la rue, pas qui sont armés, ceux qui ont été vus dans la rue. Ils utilisent les vidéos de l'époque, les photos prises à l'époque, pour aller faire la chasse, maison par maison, chercher les visages des gens qui ont été dans les manifestations pacifiques, pour les tuer, pour les faire disparaître, les torturer, etc. Quand vous avez un système comme celui-là, qu'est-ce que vous faites? Entre mai 2015 et mai 2016, la répression des ex-manifestants fait 700 morts et 800 disparus, selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Parmi les rescapés, beaucoup ont décidé d'entrer dans la lutte armée, comme Claude, un rebelle aujourd'hui exilé au Rwanda. Jamais on n'aurait pensé en arriver là et prendre les armes. On était pacifiques. C'est le gouvernement qui nous a poussés à bout. C'est le pouvoir qui nous a poussés à nous radicaliser. Quand tu commences à voir tes proches, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta famille se faire assassiner, il y a un moment où tu décides de réagir, de prendre les armes et de te protéger. La résistance au camp présidentiel est pluriethnique. Mais le pouvoir, issu de la majorité Hutu, tente de diviser en attaquant en priorité la minorité Tutsi. Mais pourquoi est-ce que ça s'éternise? Parce que c'est la seule planche de salut sur laquelle essaie de s'accrocher M. Nkurunziza et ses compagnons. La seule légitimité qu'ils peuvent trouver, elle n'est pas dans la réalisation, elle n'est pas dans un projet, elle n'est que en fait de dire nous sommes le pouvoir des Hutus et quiconque est contre nous ne peut être que celui qui veut ramener un pouvoir Tutsi. Quand ils attrapent un combattant Tutsi, ils le tuent. Les combattants Tutsis ne passent même pas par la case prison. Ils les tuent direct. Le sommaire de ce journal, le général de brigade Kararouza Athanase et son épouse et son agent de transmission sont morts ce matin dans une attaque ciblée en zone urbaine de Kiosha, alors que la femme d'un officier de police et son beau-frère ont été tués la nuit dernière à son domicile à Gatunguru. Nous ferons le point sur la sécurité dans ce journal. Les attentats sont fréquents dans la capitale. Aujourd'hui, c'est un général Tutsi. Certains le disaient proche du pouvoir, d'autres le soupçonnaient de rouler pour les rebelles. Nul ne sait qui l'a tué devant le lycée de ses enfants. Seule certitude, les assaillants étaient lourdement armés et en habits militaires. Nous observons d'abord une minute de silence pour le général Kararouza Athanase et son épouse, ainsi qu'un militaire qui les accompagnait, qui ont été assassinés hier à l'entrée de notre lycée. Il était, je crois, 7 h du matin et la voiture se trouvait au niveau du dos d'âne et c'est là qu'ils ont commencé à tirer. Alors mon père m'a dit couche-toi. Moi j'arrêtais pas de pleurer et mon père m'a dit tais-toi, il pourrait nous entendre. C'est que c'était une panique énorme. Il y avait beaucoup de cris, on entendait toutes sortes de tirs, je ne sais si ce sont des grenades, je ne sais pas comment on les appelle. Ce qui nous faisait le plus peur, c'était sa femme qui criait, la femme du général. Bon, elle criait, et elle priait. Depuis que le président de la République a décidé de se maintenir au pouvoir, le Burundi n'a pas retrouvé de stabilité. Bonne journée, allez en classe. Je vous remercie. En une année de troubles, ce lycée a dû fermer ses portes pendant 2 mois. De très nombreux élèves se sont exilés.
C'est une situation comment ces jours-ci? Il y en a qui parlent librement. Il y en a qui parlent en catimini, qui sont ciblés, qui sont tués. Ça arrive. Mais il vaut mieux garder son silence. Se taire ou parler, au risque de subir une violence dont on ne sait pas toujours si elle vient du pouvoir ou de l'opposition armée. Cette guérilla est très peu documentée. Car les rares journalistes restés au pays sont menacés de mort par le pouvoir, surtout s'ils sont Tutsis. Je pressens qu'ils m'ont arrêté parce que je suis journaliste. Et puis d'autres histoires qu'ils m'ont racontées, qu'ils m'ont posé des questions. Vous reprenez, vous les Tutsis, vous reprenez, vous voulez prendre le pouvoir des Hutus. Il faut attendre en 2028 alors que ceux qui ont combattu aillent à la retraite. Alors, ils m'ont tabassé. Et là-bas, ils m'avaient enlevé tous mes vêtements, j'étais nu. Complètement nu. Et puis ils prennent d'autres câbles, et puis ils font des contacts avec l'électricité, puis ils tombent sur le corps. Et tu vois combien c'est dur. Voilà. Guillaume est journaliste. Lui aussi a été arrêté par les services de renseignement burundais. Il a pu sortir pour rejoindre le Rwanda. Mais sa sœur, restée au pays, est tombée sous les balles d'un escadron de la mort. Ils se sont dirigés sur la table de ma sœur, et c'est ma sœur qui a eu 12 balles. 12 balles, s'il vous plaît, tu vois. On dit que c'est les policiers qui tuent la population, mais c'est lui qui donne les ordres. Tout ce qui se passe au Burundi, c'est lui. C'est pas un président. C'est juste qu'il essaie de changer les choses, histoire de mettre tout sur l'ethnisme, que c'est plutôt des Tutsis qui veulent reprendre le pouvoir. Mais c'est pas ça. Lui, il cherche à rester président. Partagé entre une minorité Tutsi et une large majorité Hutu, le Burundi a connu des années 60 aux années 90 des troubles ethniques faisant des centaines de milliers de morts. En 1993, éclate une guerre civile entre un pouvoir Tutsi et une rébellion Hutu. À sa tête, Pierre Nkurunziza sort vainqueur avec ses partisans Hutus du CNDD-FDD après 10 ans dans le maquis. C'était en 2005. Sur tous les visages, l'on pouvait lire un sentiment d'espoir, espoir de recouvrer enfin la paix dans cette région tant meurtrie. Ils prennent le pouvoir et ne le lâchent plus. Mais après 11 ans à la tête de l'État, ils accusent désormais les Tutsis de vouloir leur reprendre le pays. La parole ethniste s'est libérée et nous l'avons constaté dès notre arrivée dans le bureau de l'autorité qui régule les médias. Regardez, tous les organes de presse sont dirigés par des Tutsis. Est-ce que si vous dites ça, vous dites qu'on va vous mettre taxer d'extrémistes, alors que c'est une réalité. C'est une réalité. C'est faux. Avant lui, il y a eu un directeur général Hutu, il y a eu des ministres Hutus après les élections, etc., et avant qu'eux ne viennent. Donc c'est faux ce qu'il dit, c'est complètement faux. Pour l'équipe au pouvoir aujourd'hui, qui n'avait aucun projet finalement pour la société, lui, il croyait qu'il avait un bouton magique sur lequel appuyer pour avoir la solidarité de tous les Hutus qui sont majoritaires dans le pays. Nous sommes le gouvernement des Hutus, donc les Hutus derrière nous, parce que la menace est Tutsi. Alors, ce qui s'est passé, par exemple, en 2015, comme on appelle les quartiers contestataires de Bujumbura, et malheureusement, les gens qui vivent ces quartiers, ce sont dans leur majorité des Tutsis. Alors là, vous voyez, ce sont les Tutsis qui disent, voilà, il y a un génocide. Mais techniquement, au Burundi... En janvier, l'ONU évoquait le scénario possible d'un nouveau génocide au Burundi. Scénario du pire, nourri par les rafles policières, les exactions et la parole ethniste décomplexée du pouvoir qui terrorise les populations Tutsis. Des craintes décuplées depuis que les réseaux sociaux ont remplacé les radios indépendantes détruites par le pouvoir. L'information n'est plus recoupée
et les rumeurs se propagent à la vitesse d'un tweet. À Bujumbura, le pouvoir réveille la mémoire douloureuse des Hutus. Soutenue discrètement par le gouvernement, une association a réuni une foule pour commémorer officiellement le génocide des Hutus de 1972. Nous remarquons que c'était insupportable de garder ça en vous. Ça montre que briser le silence était une nécessité. 1972, c'est la grande catastrophe burundaise. À l'époque, un pouvoir militaire Tutsi avait planifié des massacres qui ont fait entre 100 et 300 000 victimes Hutus. Un génocide ressorti aujourd'hui comme le crime originel des Tutsis. Dans cette compétition mémorielle, les centaines de milliers de morts Hutus d'hier pèseraient plus que les centaines de morts Tutsis de cette année. Il faut convoquer l'ONU pour que notre message soit entendu. Je veux une manifestation au siège de l'ONU pour dénoncer ce soi-disant génocide dont on accuse le Burundi aujourd'hui, alors que le vrai génocide n'a même pas été reconnu. Les blessures du passé ont été réouvertes. Et face au soulèvement de l'an passé, en 2015, les partisans de Nkurunziza voient désormais la main des Tutsis. Apollinaire et Eric sont membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le problème que nous avons, les journalistes viennent, mais ils passent la parole seulement aux Tutsis. Ces gens-là sont la cause primordiale du mal que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et les Européens, chez vous en Europe, vous redonniez le micro, vous redonniez toutes les radios, vous redonniez toutes les médiums et ils s'expriment non pas avec de la réalité, mais d'une manière risée pour essayer d'ensevelir la vérité et le mauvais sort qu'ils ont causé au Burundi. Parce que vous allez trouver que ceux qui ont de belles voitures sont des Tutsis, parce que de belles maisons sont des Tutsis. Les Hutus croupis, c'est toujours dans les misères. Donc les richesses, les biens appartiennent à une classe, à une seule classe politique, c'est au Burundi, donc à des Tutsis. Contrairement à ses partisans, le président se gardera bien de parler de Hutus ou de Tutsis. Pierre Nkurunziza tente malgré tout d'incarner la paix. Pour s'exprimer, il choisit le défilé de la fête du travail. Une tribune face à une foule disciplinée. Mais pour expliquer les troubles et la violence, il évoque un mystérieux ennemi. Certains rapports de justice nous parviennent et nous montrent bien que certains des malfaiteurs qui déstabilisent le Burundi sont logés dans certains pays voisins. Et ce sont ces mêmes pays qui les financent pour tuer leurs voisins. On doit se rassembler pour être plus fort et se protéger contre l'ennemi. L'ennemi désigné ici à mots couverts, c'est le Rwanda. À 4 heures de la capitale Bujumbura, ce voisin moins pauvre accueille un tiers des 260 000 réfugiés burundais. Le Rwanda, qui a dénoncé la situation des Tutsis au Burundi, est aussi considéré comme une des bases arrières pour les rebelles burundais. Il faut une révolution dans ce pays parce qu'il n'a jamais eu de développement. On n'avance pas, on recule.
Même si c'est par la force, on va rentrer chez nous. Et je peux vous dire que c'est pour bientôt. Et je pense qu'il va y avoir la guerre. Claude et les maquisards ont vu mourir les leurs. Ils ont combattu, ils ont tué. Pour eux, la longue guerre civile a déjà commencé. La dernière avait duré 10 ans et mené l'actuel président au pouvoir. Sans transition, saviez-vous que Facebook proposait une 60aine d'identités de genre et d'orientation sexuelle à ses utilisateurs, modifiables à tout moment d'un simple clic? Mais jusqu'où va vraiment cette tolérance apparente vis-à-vis de ceux qui sont différents? Un enfant sur 1000 environ naît intersexué, c'est-à-dire avec des caractéristiques sexuelles équivoques ou atypiques. Ni fille, ni garçon ou un peu des deux. Les causes sont nombreuses. Variations chromosomiques et génétiques, dysfonctionnements hormonaux, malformations congénitales. Les intersexes forment une communauté invisible et le traitement qui leur est réservé reste tabou. Concrètement, on enlève ce qui n'est pas à sa place. Pénis ou clitoris, c'est selon. Une chirurgie de réassignation sexuelle pratiquée, dit-on, pour le bien de l'enfant et de ses parents souvent désorientés et honteux. Vincent a subi une opération qu'il a vécue comme une mutilation, voire une torture. Aujourd'hui, il se bat pour que le choix revienne aux enfants, une victime parmi des milliers. Barbara Laure l'a rencontré. Quand je suis né, ma mère a vu le regard d'horreur des médecins avant de me voir. Ils lui ont annoncé qu'elle avait un monstre, qu'elle allait mourir, et donc ils m'ont fait hospitaliser sans qu'elle ait vraiment pu me voir. Cet enfant, la nature l'avait fait avec des attributs féminins et masculins, ni pleinement mâle, ni pleinement femelle. Vincent Guillot est intersexué. J'ai très tôt eu conscience que je n'étais pas un garçon et que je n'étais pas une fille, mais que bon, dans ce monde, il existait des garçons et des filles. Donc on disait que j'étais un garçon, et voilà, quoi, c'est pas... Et puis à 7 ans, on m'a fait croire que j'avais l'appendicite. On m'a hospitalisé pour la première opération. Ils ont essayé de fabriquer un garçon, donc ils ont retiré ce qu'il y avait qui leur plaisait pas, et puis voilà quoi. Donc ce qui leur plaisait pas, c'est... On est à peu près sûr qu'il y avait un utérus ou une partie d'utérus. Après le reste, est-ce qu'il y avait des ovaires, des testicules, est-ce qu'il y avait autre chose voilà. Moi, j'en sais rien, j'en saurai jamais rien, mes parents n'en ont rien su. Voilà, ils réparaient le garçon qui était raté. C'est prends ces termes-là qu'ils disaient à mes parents, mais c'est comme ça que mes parents l'ont toujours perçu. Et ma mère m'a toujours dit, même quelques jours avant sa mort, ça aurait été si simple si tu étais mort à la naissance. Voilà, ou ça aurait été plus simple si tu étais mort à la naissance. Allez. Hein? Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, oui. Oh bah oui, toi aussi t'as peur. Hein? Oh bah oui. Hein? Y a du monde. Allez. Allez, zou. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. For today, I'm a child. C'est bientôt le printemps. For today, I am a... Vincent vit dans une petite ferme en Bretagne. Du RSA, des légumes qu'il produit, il a quelques bêtes aussi. Une vie précaire, une vie de déclassé. On ne se rend pas compte de ce qu'on nous a fait subir et j'ai même mis énormément de temps à accepter de dire que j'avais été torturé, même réalisé que j'avais été torturé et j'avais un syndrome de stress post-traumatique énorme, sévère. Enfin moi, j'ai eu que 10 opérations, mais des opérations
extrême, qu'on crée des déficiences énormes. Hein. Enfin, voilà, c'est pas seulement que j'ai mal quand j'urine ou que je peux plus me servir de mes organes génitaux pour des relations sexuelles classiques. C'est aussi les infections urinaires, c'est aussi les cicatrices qui pètent, qui s'infectent, c'est des problèmes dorso-lombaires énormes, c'est des lésions neurologiques qui font que je dois marcher avec une canne et prendre des médicaments, sinon je tiens plus debout. Et pourtant, un jour, Vincent a décidé de porter la cause des intersexes et de se battre pour leurs droits. Pour qu'aucun enfant ne soit plus opéré avant de pouvoir décider par lui-même. Ce jour-là, il était à Strasbourg, au Forum européen de bioéthique. Est-ce qu'il s'agit d'une malformation? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? De quoi parlons-nous exactement? Oui, c'est terrifiant quand on est concerné d'entendre tous ces termes péjoratifs d'anomalie, d'ambiguïté, de malformation. Les médecins, les juristes ont décidé qu'il y avait une taille des organes génitaux et que donc, si on ne rentrait pas dans la taille, il fallait les mutiler. C'est un crime, c'est considéré par l'ONU comme une torture, c'est pour le Conseil de l'Europe des mutilations, mais malgré tout, encore aujourd'hui en France, il y a des médecins, on en a là, qui 5 fois par jour en France mutilent des nourrissons au nom de la taille d'un clitoris ou d'un pénis. Combien sont-ils? Plus qu'on ne pense. Les chiffres varient. Entre un enfant sur 300 et 1 sur 3000 naîtrait avec une anomalie de la différenciation sexuelle, c'est le terme médical, mais il n'existe pas de réelles statistiques sur ces naissances, tant la question est taboue dans nos sociétés. Ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais on a beaucoup de consultations qui viennent de la pression sociétale sur ces parents qui ne vivent plus. Ça, il faut se rendre compte de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Vous arrêtez aujourd'hui, vous arrêtez, c'est pas possible, c'est illégal. Comment on peut vous dire que vous êtes des criminels? C'est illégal. Des mots qui brûlent de colère, qui consument le débat, les mots d'un écorché vif. C'est dans un cadre plus serein, une chambre d'enfants des hôpitaux universitaires de Strasbourg, que nous retrouvons le professeur Beckmer, en train de rassurer, comme souvent, des parents angoissés. C'est un travail de parents, ça. Hein? Oui, maintenant c'est notre boulot. Ouais. C'est votre boulot. Vous avez fait le vôtre, maintenant on fait le nôtre. Ce couple a accepté d'être filmé, leur bébé n'est pas intersexué. Les parents d'enfants intersexes ont tous refusé, peur de stigmatiser leur enfant, cette peur viscérale qui les pousse souvent à garder le secret et à s'en remettre aux médecins. Il faut entendre ce que l'on entend. Par exemple, des parents qui nous disent écoutez, nous, c'est impossible de confier notre enfant à une nounou tant qu'elle est comme ça. Parce qu'il y a cette hypertrophie clitoridienne qui est monstrueuse, entre guillemets. C'est le terme, d'ailleurs, qui est utilisé. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que moi, je dis ma fille, j'ai bien caractérisé mon enfant comme étant ma fille, mais pour autant, au regard des autres, c'est pas ma fille, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, cette difficulté, elle existe. Et il faut l'entendre aussi. Est-ce qu'on peut laisser un enfant se structurer avec cette notion de doute qui resterait sur sa personne? Est-ce qu'on peut laisser des parents douter de leur propre enfant? La Suisse a une longueur d'avance sur ces questions. Là-bas, le Comité national d'éthique a statué il y a 4 ans. Il recommande qu'aucune opération ne soit pratiquée sur des enfants intersexes avant qu'ils ne puissent se déterminer par eux-mêmes. La voix d'un chirurgien de Lausanne a pesé dans cette décision. C'est le professeur Mera.
je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour les lolettes. Le professeur Mera a lui aussi opéré des nourrissons pour en faire des filles ou des garçons. Il ne le fait plus. Il était pourtant convaincu à l'époque que c'était juste et bien pour l'enfant. Il ne le pense plus. Voilà une situation qu'on voit de façon assez fréquente. Alors on se pose la question, à la naissance toujours, la première question c'est garçon ou fille ou garçon. Comme vous voyez là, on ne peut pas le dire. C'est clair que si vous dites aux parents, mais on va, bien entendu, on va corriger ça très rapidement parce que ça ne ressemble à rien, parce que j'ai déjà entendu ça, les parents vont dire oui, effectivement, ça ressemble à rien, c'est terrible, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est clair, d'accord ? Si vous dites aux parents, mais écoutez, c'est pas du tout, il est en pampers là, d'accord ? Personne ne le voit, et admettons même que quelqu'un le voit, il n'y a rien de très très surprenant, vous pouvez très bien expliquer que tout ça sera corrigé un jour ou l'autre, point. D'accord ? Pourquoi fixer chirurgicalement avant qu'on puisse même reconnaître comment l'enfant s'oriente ? Je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas le faire et de pouvoir attendre, puisqu'on peut. Depuis janvier, Blaise Mera a vu une dizaine de bébés avec ce genre de variation. C'est le terme qu'il préfère, variation plutôt qu'anomalie, parce que l'intersexuation n'est pas une maladie, mais tout un spectre de situations où la morphologie, les hormones, les chromosomes d'une personne mélangent masculin et féminin. Dans certains cas rares, il peut y avoir des complications. Ce sont les seuls où le professeur Mera opère. Pour tous les autres, il n'a qu'un critère. Pour moi, ce qui est important, c'est la réversibilité. Par exemple, si on enlève des testicules d'un individu, on va pratiquer une opération qui n'est pas réversible. Les testicules, ils sont loin. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire extrêmement attention aux opérations irréversibles pratiquées chez un enfant qui ne peut pas consentir ou non à cette intervention. Et les parents, ce n'est pas l'enfant. On est parfois obligé de pratiquer comme chirurgien des interventions urgentes chez un enfant parce qu'il est en danger, sa vie est en danger, mais pour l'intersexualité, ça n'existe pas. C'est ça qui est intéressant dans la chirurgie de l'intersexe, c'est qu'il n'y a aucune intervention, je pense, qui est nécessaire pour la vie ou pour la santé de l'enfant. Ça va ? C'est bien. Tu te rappelles, Véro, tu fais ton tour et puis après tu vas faire autour de l'Estonie. C'est bien. Aucune intervention nécessaire pour la vie de l'enfant. Vincent aurait donc très bien pu vivre en bonne santé avec ses organes d'origine. À partir de 7 ans, c'est une sidération qui ne m'a jamais quitté sur le pourquoi. Mais pourquoi ils me font ça? Pas pourquoi je suis comme ça. Moi, je suis comme ça et j'ai toujours apprécié mon corps. Enfin, je me suis jamais détesté, quoi. Je m'aime. C'est aussi ça qui m'a sauvé et qui a fait que j'ai été le premier à prendre la parole, quoi. Que j'avais vraiment conscience de cette injustice. Ils n'ont pas réussi à inculquer la honte sur moi, sur mes parents, oui. Mais mes parents ont toujours eu honte de moi. Je pense mes frères et sœurs dans une certaine mesure. Au moins, je dérange, quoi. Je suis pas, voilà, pas classable. Mais moi, j'ai jamais eu honte de moi et je me suis toujours aimé, mais en étant forcément très seul, parce que ne comprenant pas les codifications de la société et ayant une conscience très très forte de l'absurdité de ce monde où on me dit qu'il n'y a que des garçons et des filles et que je sais, enfin tout petit, je savais que voilà, mes frères et sœurs n'étaient pas comme moi physiquement et qu'ils réagissaient pas comme moi et qu'ils se conformaient à ce que la société attendait d'eux et que moi j'en étais ni physiquement ni psychiquement capable, quoi. Cala. Sa différence, Vincent Guillot la cultive aujourd'hui avec le même soin qu'il met à s'occuper de son magnifique jardin. Ah, j'ai greffé un abricotier. Parce qu'en Bretagne, les abricots, c'est sous serre.
crois que c'est la seule chose qui me permet d'échapper à l'horreur de ma vie. Je ne pense pas quand je jardine. C'est essentiel à ma survie. On pourra faire toutes les lois qu'on veut, on pourra faire toutes les manipulations médicales qu'on veut. Il y a des gens comme moi qui sortent soit et hommes et femmes, soit ni hommes ni femmes, et que c'est pas un danger pour la société, c'est juste une composante de l'humanité, comme c'est une composante chez l'ensemble des organismes vivants. Chez les plantes à fleurs notamment, l'association des deux sexes en un seul être vivant est très courante, alors que chez les humains, elle est perçue comme une erreur de la nature. Ça m'a amené à pas mal de réflexions. L'excision, c'est un crime passible de la cour d'assises, mais mutiler des organes génitaux quand on est des médecins, on peut le faire. Donc voilà, pourtant c'est la même chose, c'est une demande sociale. Ils disent vouloir retirer la souffrance à nos parents, bah, ils ont qu'à prendre un poulet et l'égorger devant eux, et puis ça aura le même effet, sauf qu'on restera intact, quoi. Il y a en France quelques centres spécialisés, endocrinologues, pédiatres, chirurgiens, y travaillent main dans la main avec des psychologues comme Sabine Malivoire. La décision d'opérer un enfant intersexe est toujours collégiale, prise avec l'aval des parents. Intersexe est d'ailleurs un terme que Sabine Malivoire n'emploie pas. Intersexe, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose au milieu. Hein, on reste homme, femme. Enfin, il y a un moment donné, il y a une prise de peu. Enfin, oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Sur le plan psychologique, c'est extrêmement important d'être dans un repère sexué. Ne serait-ce que pour exister dans le langage. Hein, dans la langue française, c'est masculin, féminin, et il faut se nommer à un moment donné. Il faut se qualifier à un moment donné dans du masculin, dans du féminin. L'opération, ok, on la veut à 20 ans, on la veut à 15 ans, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait après de la personne, de son intérieur, de son psychisme? On l'élève. On dit non, on ne t'élève pas, on attend, dans 15 ans, on te parlera comme un garçon, une fille. C'est très surprenant comme... Fille ou garçon, sexe fort ou sexe faible. Sur cette division binaire s'est construit la famille et au-delà, toute notre société. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, quelle vision de soi et comment trouver sa place quand on ne correspond à aucune de ces deux catégories? La question est vieille comme le monde. Cette sculpture daterait du IIe siècle. Hermaphrodite endormi, c'est son nom. Fils d'Hermès et d'Aphrodite, le bel Hermaphrodite repoussa les avances d'une nymphe. Elle en appela alors aux dieux qui les mêlèrent en un seul corps, bisexué. Ce n'est qu'à partir du milieu du XXe siècle que les hermaphrodites ont été opérés pour les assigner dans l'un ou l'autre sexe. Ces pratiques ne sont pas conformes au droit. D'abord, elles ne sont pas conformes aux droits fondamentaux qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Ça, c'est un premier point, puisque parmi ces droits figure, au titre du droit au respect de la vie privée, un principe de libre définition de son appartenance sexuelle. Ce qui veut dire que s'il y avait un recours en justice, par exemple une action en responsabilité civile, voire pénale, il y aurait normalement des condamnations. Mila Petkova est l'avocate d'une personne intersexuée qui ne se sent ni homme ni femme et a donc demandé à pouvoir se déclarer de sexe neutre à l'état civil, ce que le tribunal de Tours lui a accordé en août dernier. C'était une première en France et Mila en était très fière. Mais la décision a été rejetée en appel. Les magistrats ont estimé que cela revenait à reconnaître l'existence d'une autre catégorie sexuelle.
Non, je déconne pas, ça casse. Notre client voulait que son état civil corresponde à ses réalités. C'est une évidence. Et nous, c'est aussi cette évidence qu'on veut mettre en lumière, c'est que naturellement, il n'existe pas que des hommes et des femmes. Mon client en est l'exemple et toutes les personnes qui sont intervenues en sont l'exemple aussi. C'est que la société, et c'est ce que dit le jugement, a créé une fiction qui enferme en fait les personnes. On est dans quelque chose qui est une catégorie fondamentale et essentielle de notre culture, de notre civilisation. Et ce jugement permet de prendre conscience de la nécessité de dépasser la binarité sexuelle, qui est une façon un peu confortable et un peu flemmarde finalement de penser à l'altérité sexuelle. Ce jugement, en tout cas, a déchaîné des passions sur Internet. Je parcours les commentaires des internautes. Bon, il y a toute une discussion pour savoir si ça relève d'une anomalie génétique, ceci, cela. Okay. Et puis tout d'un coup, bien sûr, les commentaires limite orduriers. Si père, cela veut donc dire que mon fils handicapé et sans bras va donc pouvoir être réintroduit dans son milieu naturel avec ses congénères manchots comme il l'a toujours souhaité. C'est ordurier comme il faut, quoi. Enfin, ça se prévaut d'intelligence et ça vaut zéro. On n'est pas dans quelque chose d'anecdotique et on n'est pas dans une menace non plus qui vise à introduire un nouveau projet de société. On est dans une urgence de faire respecter les droits de ces personnes. C'est un jour important. Vincent se prépare à livrer une bataille décisive. Il est à Genève aux côtés de 2 autres militants intersexes suisses, Daniela Truffert, castrée à 3 ans pour en faire une fille, et Marcus Bauer, son conjoint. Le couple abat depuis 10 ans un énorme travail de lobbying auprès des institutions. Ils accompagnent Vincent, qui doit être auditionné par le comité de l'ONU contre la torture. Il s'agit de convaincre les membres du comité que la France, en autorisant les opérations d'assignation sexuelle, viole la Convention contre la torture. Le témoignage de Vincent sera crucial et c'est à huis clos. Depuis plus de 10 ans, je m'engage pour que les enfants intersexes ne souffrent plus comme moi. Mais les politiciens et les médecins refusent d'écouter. En France, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui protège les enfants intersexes des mutilations quotidiennes. J'appelle le comité à demander à la France de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour protéger les enfants intersexes. C'est difficile à faire, aller raconter l'horreur de sa vie en public. Je suis épuisé, vraiment, mais j'irai jusqu'au bout. Et le bout, ce sera quand quoi? Le bout, ça sera l'arrêt des mutilations génitales sur les enfants intersexes en France et les dédommagements pour réparation de ce qu'on a subi. C'est très, très clairement. Et ce bout, on le voit arriver de toute façon. On va obtenir ce qui est légitime. Simplement, ce qu'on veut obtenir, c'est simplement le respect des droits humains, c'est notre intégrité physique. Quand les portes se réouvrent, c'est l'heure de l'examen pour la France. C'est aussi l'heure de vérité pour Vincent. Les experts de l'ONU ont-ils retenu la question intersexe à charge contre la France, comme ils l'ont déjà fait pour 5 autres pays, dont l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Danemark? Nous avons reçu des rapports concernant le traitement cruel et inhumain des personnes avec des variations intersexes en France, soumises sans leur consentement à des opérations de masculinisation ou de féminisation, à des procédures de stérilisation et à des expérimentations contraires à l'éthique. C'est pourquoi, Madame, nous aimerions savoir si votre délégation est au courant de ces violations des droits de l'homme dans votre pays et si des mesures sont envisagées pour empêcher pareilles pratiques. La question est sur la table, la France devra répondre. Pour Vincent, c'est une grande victoire.
C'est vraiment c'est une étape très très importante, essentielle vraiment dans notre combat, parce que maintenant on va avoir un texte du comité des tortures qui condamne la France pour les pratiques qu'elle a sur les enfants intersexes. C'est terrible à dire, mais oui, j'ai été mutilé, mais dans le même temps, je regrette rien parce que ça me donne une grande liberté. Moi, je suis un éternel rebelle, quoi. Il y a plein de choses qui me mettent en colère et je ne peux pas accepter parce que dès le départ, on a voulu faire croire que j'étais quelque chose que je ne peux pas être. Aujourd'hui, l'Australie, l'Inde, la Nouvelle-Zélande et le Pakistan reconnaissent l'existence d'un genre non spécifié. Et en Allemagne, en cas de doute, les parents ne sont plus tenus d'indiquer le sexe de leur nouveau-né sur les papiers d'état civil. C'est déjà un premier pas. Alors qu'ils ont connu la pire sécheresse des 50 dernières années, des inondations records les obligent à prendre la fuite. Combien de catastrophes les Éthiopiens pourront-ils encore supporter? Vous en saurez plus la semaine prochaine avec William Irigoyen. D'ici là, bon week-end. Merci et à bientôt.